J'ai investi dans un peu plus de 20 boîtes, quelques millions d'euros au cours des dernières années. Et j'ai remarqué que les personnes qui montent une boîte pour la première fois et qui lèvent des fonds font souvent des erreurs que des CEO un peu plus expérimentés ne font pas. Je dis pas que c'est vrai dans tous les cas, mais ça arrive quand même très fréquemment. Et je me suis dit que cette vidéo, elle pouvait peut-être aider pas mal les gens qui se lancent pour la première fois. Donc déjà, le premier point que je vois assez souvent, c'est que les primo founders n'ont pas forcément ultra confiance dans leur idée. Et comme ils n'ont pas de référentiel sur ce qu'il faut faire afin qu'une boîte réussisse, ils ont tendance à pivoter quasiment tous les 2 mois. Un point que je vois aussi, et ça c'est un peu le syndrome du bon élève, dans mon portefeuille il y a quelques boîtes comme ça, où en fait les gens écoutent tous les feedbacks que les investisseurs leur font et ils changent leur stratégie après chaque board meeting. En réalité, tu vois, quand tu as un board meeting tous les 3 mois, évidemment que changer de stratégie, ça n'a aucun sens. La rapidité en startup, on en parle souvent, mais c'est rapidité des actions, patience pour les résultats. L'argent, c'est ce qu'on appelle un lagging indicator, donc c'est un indicateur qui a toujours du retard par rapport à nos actions. Si tu as envie, par exemple, de changer de cible, prendre les cas de Lemlist parce que c'est un bon exemple. Lemlist, c'est un outil qui s'est adressé pendant très longtemps à une cible qui était très large. Il y avait les fondateurs de boîtes qui voulaient trouver leur client idéal. Il y avait potentiellement des recruteurs qui voulaient trouver des candidats pour leur boîte. Il y avait des personnes en sales, donc des commerciaux qui voulaient booker un maximum de meetings avec leurs prospects. Il y avait des équipes marketing parfois qui utilisaient ça pour donner des leads aux sales, des équipes grosses, des équipes ops. Et en fait, ça nous faisait un panel de clients et de personas qui était très très large. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Donc on a dû réussir à être beaucoup plus focus sur un ICP. Sauf que le temps qu'on décide de faire ça, on a passé peut-être 6 mois à faire cette transition, à parler uniquement des sales, à faire la transition au niveau de l'équipe, etc., etc. Mais avant que ça se reflète sur notre chiffre d'affaires, il a fallu du temps. Et avant que dans la mentalité des gens, Lemlist devienne le meilleur outil pour les équipes commerciales de 4 à 100 personnes, bah évidemment que ça a pris du temps. Quand tu t'adresses à des équipes où il y a 100 commerciaux, il y a quelques années, personne se disait que Lemlist, ça pouvait faire le taf. Aujourd'hui, c'est des deals qu'on arrive à closer et donc par conséquent, les gens ils sortent les Outreach, Chaseloft qui étaient nos plus gros concurrents parce que nous, ça fait des années maintenant qu'on est ultra focus sur ces équipes sales pour remplir leurs besoins. Mais si on s'était fixé uniquement un objectif de si d'ici 3 mois on n'a pas une super traction, on arrête, ben en fait on serait jamais là. Et aujourd'hui, on fait des chiffres qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent sur Lemlist où on va rajouter sur notre top line quasiment 1,67 million de net new ARR par mois, ce qui est énorme. Parce que quand tu regardes, au tout départ, pour arriver à cette somme, il a fallu quelques années. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc que je dirais que les primo CEO arrivent pas à bien faire. Pareil, les primo CEO ont du mal à garder les talents dans leur équipe. Ce que je vois parfois en fait, c'est que quand ils recrutent des gens qui sont trop bons, ils savent pas forcément comment les manager et donc du coup ils essayent de garder la même façon de manager avec des gens excellents et des gens potentiellement moyens au départ. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que la qualité de ton équipe, c'est ce qui va faire toute la différence sur le long terme. Les primo CEO qui lèvent, ils pensent que le scaling, c'est forcément lié au recrutement. Ce qui, idem, tu vois, est une croyance qui est assez fausse. Pareil, je le vois aussi dans les tours de table. Ils préfèrent en général la valorisation de la boîte la plus élevée au lieu de regarder les termes. Ça m'est arrivé d'investir dans des boîtes qui ensuite vont relever par la suite et où les founders font des choix qui, selon moi, sont pas les bons choix. Ils se mettent dans des positions très complexes vis-à-vis de leurs investisseurs et c'est une pression à tenir sur le long terme qui parfois n'est pas la bonne. Et idem, un autre truc que je vois et je pense que ça, il faut vraiment faire attention à ça. Les startups, c'est un monde qui est quand même assez particulier. C'est un monde exceptionnel. C'est un monde où tu as des opportunités en or. Tu as moyen d'avoir un impact énorme puisque tu peux agir de façon un peu pirate, de façon rapide au début. Tu peux tout tester et ça, c'est génial. Mais il y a beaucoup de gens qui lancent des startups plutôt pour soigner un problème d'ego que pour résoudre un vrai problème. Et quand je vois des primo-founders qui sont à chercher des articles dans la presse à tout prix, aller faire des pitchs de startup, etc., etc., j'ai vraiment envie de me tirer une balle. Ça doit pas être l'obsession. L'obsession, elle ne doit pas être avec tes investisseurs, elle ne doit pas être sur le nombre d'articles que tu as dans la presse ou le minute que tu fais sur BFM. Ton obsession, et ça les CEO plus expérimentés l'ont compris, elle doit être avec tes clients. Il y a que tes clients qui te donnent de l'argent à la fin du mois pour un problème que toi tu résous. Et tout ton business, il repose sur ce problème, cet unique problème
que tu résous. Et ça, c'est super important. Donc, pour les CEO plus expérimentés, ce que je vois et ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand ils lèvent, avant de recruter directement plein de personnes, ils construisent une team exceptionnelle, donc avec vraiment de très très bons talents, mais une team qui est très lean. Donc lean, ça veut dire que t'es pas obligé d'avoir 50 personnes pour faire quelque chose. Au contraire, ils savent qu'en fait, plus t'as de personnes, plus ça crée des process de décision qui sont lents, et du coup, ils veulent l'éviter à tout prix. Une fois de plus, ils confondent pas en fait le scaling avec le recrutement. Ils savent que la mise à l'échelle, c'est lorsque justement tu arrives à rajouter plus de clients de façon répétable sans forcément avoir besoin de rajouter plus de ressources. Et ça, c'est un point important. Si on parle après des termes du contrat, évidemment que les CEO expérimentés regardent avant tout les termes plutôt que la valorisation. Et une fois de plus, ils sont patients. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas trop, et je pense que je terminerai sur ce point-là. On vit dans une société où notre attention est de plus en plus courte, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Toutes les générations sont impactées par ça, pas que les jeunes. Il y a eu une commission récemment au Sénat sur l'influence de TikTok sur les jeunes, mais c'est pas que les jeunes. Enfin, ma mère, elle peut regarder, elle peut être en train de scroller sur Instagram avec les Reels, et en fait tu te rends compte que tu peux facilement, et moi aussi ça m'arrive, de scroller, tu te poses, tu t'es dit que tu te faisais 5 minutes, et en fait si c'est passé 45 minutes, t'es vidé de dopamine, t'as été surstimulé avec du contenu très très court, très polarisant. Et ce qui est compliqué, c'est de réussir à faire la part des choses et de se dire quelle est la distance qu'il faut que je mette avec ça par rapport à ma vie de tous les jours. Parce que aujourd'hui, tu peux tomber sur une vidéo TikTok qui dure 15 secondes, 20 secondes, et en 20 secondes, tu vois l'évolution de quelqu'un sur quelques jours, et tu as l'impression qu'en fait, il te faut juste 20 secondes pour apprendre à faire un salto arrière, qu'il faut 20 secondes pour construire une boîte qui fait des millions, qu'il faut 20 secondes pour trouver la femme de ta vie. Et en fait, tout ça, ça te crée une réalité qui est totalement fausse et totalement éloignée de ce qui est réel. Et c'est pour ça que dans un monde où la prime du contenu et donc la prime de l'attention est donnée à la personne qui sait captiver le plus rapidement possible avec des vidéos courtes, chocs, polarisantes, et ben dans ce monde-là, la personne qui va être patiente afin de construire son business parce qu'il sait qu'un business, ça met 10 ans à construire, cette personne va gagner beaucoup d'argent. Et j'espère que cette personne, ça sera toi. Et que tu feras pas les erreurs classiques par lesquelles j'ai pu personnellement passer, par lesquelles la plupart des fondateurs de boîtes passent. C'est important pour moi donc de partager un petit peu tout ça, d'essayer aussi de rassurer les gens qui ont l'impression que ça va pas assez vite. Tout prend du temps. Et tout prend souvent beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. L'Emlist, l'histoire, c'est on passe de 0 à 10 millions d'ARR en 3 ans et demi. C'est super. C'est très rapide. Mais avant ça, avant de tomber sur ce projet, faire en sorte que ça marche, combien d'échecs j'ai eu? Il y en a eu énormément, on n'en parle pas de ça. C'est ça la vraie vie d'un entrepreneur. C'est tout ce qui se passe avant. Pareil, tu vois, récemment, je voyais Time Left avec Maxime Barbier. On avait fait un déj ensemble. On voit, je sais plus, c'était 10 millions d'ARR en 18 mois ou un truc comme ça. En réalité, c'est pas vrai. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que il a passé 3 ans où il a levé, il a pris de l'argent d'investisseurs. Et pendant 3 ans, il a pivoté afin de trouver son business model. Quand il l'a trouvé et quand il a trouvé la bonne idée, là, ça a mis très peu de temps. Mais est-ce qu'on doit oublier tout ce passage un peu à vite? Je pense pas. Et donc ça, c'est vachement important que vous ayez en tête un peu un référentiel. J'avais bien aimé, je crois que c'était Baremetrics qui avait fait ça, toutes les personnes qui font des logiciels, où justement ils mettaient le temps médian qu'un SaaS met à atteindre le premier million d'ARR. Et en fait, tu te rendais compte que pour qu'un SaaS atteigne 1 million d'ARR en moyenne, je crois, c'était 3 ans et quelques. Sachant que la plupart des SaaS qui se lancent n'atteindront jamais 1 million d'ARR. Donc c'était parmi ceux qui ont atteint 1 million d'ARR et donc qui ont réussi. La médiane, je crois, c'était 2 ans et demi ou 3 ans. Donc il faut rester dans un référentiel qui est réel. Ne pas oublier que oui, c'est bien d'aller très vite, mais il faut être patient. Donc soyez impatient sur les actions court terme et très patient sur votre stratégie long terme. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une excellente journée. Bisous.